Bienvenue au webinaire. Mon nom est Ariane Girard, c'est moi qui ferai l'animation ce midi. Donc, bienvenue au webinaire intitulé « Un portrait du fonctionnement et de l'utilisation des guichets centralisés des demandes de services en santé mentale utilisés par les médecins de famille au Québec ». Le webinaire est offert par l'Axe santé mentale des populations du Réseau de recherche en santé des populations du Québec en collaboration avec l'Axe politique publique en santé mentale, en santé des populations, ainsi que le réseau Calaxia. Excusez-moi, j'ai de la misère à changer. OK, excellent. Donc, le réseau, l'Axe santé des populations, santé mentale des populations du RRSPQ regroupe environ 150 membres, chercheurs associés et étudiants sous des thématiques diversifiées et offre également plusieurs opportunités de soutien financier pour les membres chercheurs et étudiants et également des opportunités de rayonnement de leurs travaux. En ce qui concerne le réseau Calaxia, donc ça me fait plaisir de présenter le réseau Calaxia, qui donc je fais partie du CA et aussi qui est dirigé par Isabelle Doré. Donc, le réseau Calaxia vise à mobiliser les connaissances en santé mentale des populations et offre divers produits de connaissances, donc à différents publics comme des webinaires, des quintessences, donc des publications brèves de transfert de connaissances et également offre la possibilité d'échanger en lien avec les connaissances en santé mentale des populations. Donc, sans plus tarder, je vous fais la présentation de la conférencière qui aujourd'hui présentera en collaboration avec plusieurs panélistes. Donc, Madame Jessica Spagnolo est postdoctorante à l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts sont l'accès aux services de santé mentale via les soins primaires et communautaires, l'évaluation de programmes ainsi que les partenariats pour informer les pratiques politiques et recherches en santé mentale. Elle détient un PhD en santé publique et une formation en travail social. Le docteur Jean-François Clément, donc médecin de famille au CIS de la Montérégie-Est, est professeur adjoint au département de médecine familiale de l'Université de Sherbrooke, ainsi que professeur au programme de compétences avancées en médecine du sport et de l'exercice. Madame Lynne Couture, qui est chef au Centre de répartition des demandes de services montréalais depuis 3 ans. Mademoiselle Couture a un intérêt marqué pour la participation à tous les projets qui permettent de trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité aux soins spécialisés. La docteure Claire Gamache, qui est psychiatre au CIS Laval et présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Et finalement, M. Shane Knight, membre de l'initiative Patients partenaires de l'Université de Sherbrooke et père chercheur ayant des expériences vécues avec les addictions, les itinérance, les problèmes de santé mentale et les fournisseurs de services qui entourent les personnes confrontées à ces difficultés. M. Knight collabore à différents projets de recherche, dont Tapage et ceux de la chaire de recherche du CIRH sur le genre, l'intervention et les addictions. Donc, avant de passer la parole à Jessica, je vous informe que la séance est enregistrée et sera par la suite rendue disponible sur la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations ainsi que Calaxia. Et tout au long du webinaire, de la présentation, nous vous invitons à écrire vos questions dans le chat Q&R dans le bas de votre écran. Et pour ce qui est des questions de nature plus technique, vous pouvez les inscrire dans la section clavardage et converser. Et Morgane se fera un plaisir de vous répondre. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jessica. Merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez les diapositives? Tout est beau? Merci beaucoup. Je vais juste partir mon chronomètre pour pas que je dépasse le temps. Merci beaucoup, Madame Girard, là, pour les très belles introductions. On tient aussi à remercier les organisateurs pour l'opportunité de présenter sur ces thématiques et aussi merci à tous ceux et celles présents avec nous aujourd'hui pour votre intérêt et votre participation. L'équipe de recherche tient aussi à remercier le Réseau de recherche en santé des populations du Québec d'avoir financé cette étude.
Donc, avant de plonger dans le contenu du projet, j'aimerais prendre le temps de présenter l'équipe de recherche. Les superviseurs du projet sont mes mentors à l'Université de Sherbrooke, donc professeur Marie Beauséjour et professeur Hélène Maria Vassiliadis. En plus des panélistes que nous aurons l'opportunité d'entendre dans quelques instants, l'équipe de recherche comprend des chercheurs, des cliniciens, des patients partenaires et aussi des gestionnaires de différentes institutions, donc l'Université de Sherbrooke, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, le CIS de la Montérégie-Est et Centre, le CIS Laval, ainsi que l'Université de Laval. Alors, je propose de commencer avec un peu de contexte avant de présenter quelques résultats de l'étude et de passer la parole à nos panélistes. Donc, premièrement, les médecins de famille travaillant en soins primaires sont souvent le premier contact pour l'accès aux services de santé mentale, incluant au Québec et plus largement au Canada. Certains cas qui sont vus par les médecins de famille peuvent nécessiter des références vers des services de santé mentale, qu'ils soient psychosociaux et ou psychiatriques. Il faut noter que les références appropriées et en temps opportun via, par exemple, les soins primaires sont des priorités importantes, non seulement pour assurer la continuité des soins, mais aussi pour éviter des conséquences qui peuvent être dévastatrices pour les patients, comme par exemple les niveaux élevés de détresse en attendant des services ou aussi l'aggravation de la problématique. Donc, le Québec a mis en œuvre des mécanismes centralisés de gestion de référence, incluant via les soins primaires pour répondre à ces besoins. Donc, un de ces mécanismes centralisés est le Centre de répartition des demandes de services, le CRDS, qui a été implanté sous le programme Accès priorisé aux services spécialisés, APSS, qui a été implanté par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le CRDS a été implanté pour l'accès aux premières consultations en médecine spécialisée et est utilisé par les médecins de famille, le but étant d'améliorer l'accès aux services spécialisés selon la condition de santé du patient ainsi que la résidence du patient. Donc, essentiellement, le médecin de famille ou la médecin de famille remplit un formulaire harmonisé qui contient des raisons de consultation et des priorités cliniques, donc de B à E. Chaque lettre inclut une cible de délai de traitement du patient. Par exemple, si un patient est coté B sur le formulaire, bien, ce patient-là doit être vu à l'intérieur de 10 jours par le spécialiste. Une fois le formulaire rempli, le médecin de famille envoie le formulaire au CRDS qui la revise pour conformité. Puis la requête peut être envoyée au médecin référent s'il y a des manques des informations, ou bien elle peut être assignée à un rendez-vous avec un spécialiste ou bien mise sur une liste d'attente pour voir le spécialiste. La mise en œuvre du CRDS a commencé en 2016. Le volet de la psychiatrie a été implanté tout récemment en 2019, puis l'implantation a été faite en phase. Donc, la psychiatrie est implantée dans la dernière phase, la phase 3. Cependant, il faut noter que le CRDS a été, pour le volet spécifiquement de la psychiatrie, a été mis en œuvre dans un contexte déjà avec des trajectoires utilisées pour les références en santé mentale, incluant par exemple via le GASMA, le guichet d'accès en santé mentale adulte, qui est aussi un mécanisme centralisé de référence pour des services de santé mentale psychosociaux ou psychiatriques. Le GASMA a été développé en 2008 et vise à orienter les patients vers des services de santé mentale locaux appropriés, comme mentionné, psychosociaux et ou psychiatriques, et ce, après une évaluation qui est faite au GASMA. Le GASMA peut être utilisé par les médecins de famille et aussi autres professionnels. Donc, le but du projet était de mieux comprendre le fonctionnement du programme APSS-CRDS spécifiquement pour le volet de la psychiatrie, ainsi que l'utilisation qu'en font les médecins de famille, l'arrimage entre le CRDS et autres mécanismes qui étaient déjà utilisés comme le GASMA et quelques facteurs qui pourraient influencer le choix d'utiliser ces mécanismes de gestion centralisée de référence. Donc, pour répondre aux objectifs, j'ai mené 20 entretiens avec différents acteurs clés qui travaillent dans le système de la santé, donc des professionnels qui travaillent au CRDS, des chefs de services en santé mentale, des professionnels de la santé qui travaillent au GASMA, des médecins de famille ainsi que des psychiatres, et ceux de 3 régions du Québec.
et j'ai mené des analyses pour répondre à ces objectifs. Donc, nous avons identifié à travers les entretiens 3 profils de trajectoire d'utilisation pour les références en santé mentale. Ces références sont faites via les soins primaires par les médecins de famille et via ces mécanismes centralisés que j'ai décrits au début de la présentation. Donc, vu que les entretiens étaient avec plusieurs acteurs clés du système de la santé, nous avons pu comprendre la porte d'entrée, donc via ces mécanismes centralisés de gestion de référence, donc soit le CRDS et ou le GASMA, le fonctionnement de ces mécanismes de référence, leur arrimage, ainsi que la trajectoire de la requête. Donc, premièrement, la trajectoire 1 inclut le CRDS comme mécanisme centralisé de référence et porte d'entrée. D'après quelques entretiens du projet, quelques entretiens d'une région ont démontré vraiment que certaines régions, ou une région dans notre étude en particulier, peut envoyer en fait les références CRDS qui sont cochées B1 pour un rendez-vous directement en psychiatrie. La priorité B1 inclut un besoin urgent à être vu à l'intérieur de 10 jours, et ce pour un patient qui a une condition clinique clairement indiquée sur le formulaire sur le formulaire rempli par le médecin de famille. Puis le point d'interrogation à côté du B1 signifie que cela ne semble pas être le cas pour toutes les régions, comme j'ai mentionné à travers les entretiens. Sur le formulaire CRDS et selon la raison clinique, il se pourrait qu'une démarche de référence par le CRDS résulte en des conseils cliniques du psychiatre répondant ou de garde par téléphone. Malgré ces informations qui sont inscrites sur le formulaire CRDS, cet accès au psychiatre pour des conseils ne semble pas être juste une fonction spécifique du CRDS. Il y a des participants qui nous ont mentionné l'accès à cette fonction indépendamment de la référence via le CRDS. Les entretiens ont aussi démontré que le CRDS est souvent une courroie de transmission, c'est-à-dire une fois la requête reçue par le CRDS, elle est transmise directement au GASMA où il y a une évaluation clinique faite. La requête est ensuite redirigée vers des services de santé mentale, par exemple des services offerts par des organismes communautaires, des services de première ligne offerts par exemple en CLSC ou des services de deuxième ligne, par exemple les services psychiatriques. Après évaluation par le GASMA, il y a aussi eu mention à travers les entretiens qu'il se pourrait que la requête soit retournée par le GASMA au médecin de famille avec des conseils écrits, par exemple, par le psychiatre aussi. Selon les entretiens, lorsque le CRDS envoie la requête au GASMA, il y a 2 particularités qui se trouvent dans la trajectoire 1 qui ne se retrouvent pas dans la trajectoire 2 que vous voyez en bas à gauche de votre écran. Puis cette trajectoire 2-là montre que c'est le GASMA qui est l'unique mécanisme centralisé de gestion de référence qui est utilisé par les médecins de famille comme porte d'entrée pour accès aux services de santé mentale, psychosociaux et ou psychiatriques. Alors, les 2 particularités qu'on ne retrouve pas dans la trajectoire 2 qui sont dans la trajectoire 1 sont les suivantes. Premièrement, si la requête parvient du CRDS, parvient au GASMA du CRDS, puis elle est cotée B et que la région n'offre pas nécessairement des services en psychiatrie, donc le CRDS qui réfère directement à un psychiatre là, pour les priorités, par exemple, B1. Là, en fait, ce que la cote B influence au GASMA, c'est le temps pour l'évaluation. Deuxièmement, il y a eu mention du retour d'informations au CRDS si le formulaire est transmis au GASMA par le CRDS. La troisième trajectoire que vous voyez en haut à droite illustre en fait l'utilisation des 2 mécanismes centralisés de référence, le GASMA et le CRDS. Donc, essentiellement, c'est la trajectoire 1 et 2 qui ont été mis ensemble. La trajectoire qui est identifiée comme complémentaire a été listée comme ça, vu que dans les entretiens, il y a des participants qui nous ont mentionné que c'est une trajectoire qui est disponible si les médecins ont accès à des ressources dans leur milieu de travail. Par exemple, un travailleur social ou un IPS, infirmier praticien spécialisé. Donc, le médecin de famille peut soit envoyer la requête à ces ressources disponibles et la requête peut se régler à ce niveau-là.
Une autre possibilité est que le médecin de famille peut envoyer la requête à ses ressources et après évaluation, la requête peut être envoyée au gazement ou bien des services communautaires. Puis en dernier lieu, le médecin peut aussi envoyer la requête au gazement et le gazement peut juger pertinent de confier la requête aux ressources du milieu de travail du médecin de famille comme le TS ou l'IPS disponible. Puis cette trajectoire complémentaire peut en fait comme se greffer à ces 3 trajectoires déjà établies. Donc, voici les trajectoires qu'on a identifiées à travers les entretiens. Et ce qu'on voulait aussi démontrer à travers ce projet, c'est le pourquoi. Donc, pourquoi il y aurait des médecins qui utilisent la trajectoire 1, la trajectoire 2, la combinaison des deux. Donc, vraiment de mieux comprendre le pourquoi. Et on voulait faire ça à travers, pour cette présentation, à travers de montrer ça des facteurs à travers des citations des entretiens. Donc, pour la première trajectoire, donc le CRDS étant le mécanisme centralisé de référence de gestion utilisé comme porte d'entrée pour la référence en psychiatrie, il y a quelques facteurs qui ont été mentionnés quant à l'utilité de cette trajectoire. Donc, premièrement, un médecin nous a mentionné que le CRDS répond à ses besoins professionnels, surtout en lien avec la prise de décision sur la médication. Donc, le participant nous a dit, et on dirait que quand il y a de la médication à ajuster chez un patient, je me tourne vers le CRDS pour le psychiatre. Deuxièmement, un médecin nous a mentionné que le CRDS répond à des besoins très spécifiques chez ses patients. Donc, quand je remplis la demande CRDS, il faut vraiment que ça soit quelque chose d'immensément grave. Pour la deuxième trajectoire, avec le gazement étant le mécanisme centralisé de référence de gestion utilisé comme porte d'entrée pour la référence en santé mentale, incluant pour les services psychiatriques, quelques facteurs ont été mentionnés quant à l'utilité de cette trajectoire 2. Premièrement, un médecin nous a mentionné que, sincèrement, je n'ai jamais utilisé le CRDS. Moi, j'avais compris qu'il fallait que je continue avec le guichet en santé mentale adulte et peut-être que c'est moi qui ai mal lu, mais pour moi, ça n'a jamais été clair. Fait que cette citation pourrait illustrer des enjeux liés à la mise en œuvre du CRDS, donc plus spécifiquement des enjeux qui pourraient être liés à la clarté des directives et des communications. Deuxièmement, un chef de service nous mentionne qu'il y a des médecins qui ont continué simplement de faire comme ils faisaient avant, d'envoyer directement au gazement. Donc, cette citation peut illustrer des préférences de pratique qui étaient déjà établies même avant la mise en œuvre du CRDS. Pour la troisième trajectoire, donc la trajectoire 1 et 2 qui regroupe le CRDS et le gazement comme mécanisme centralisé de référence utilisé, il y a quelques facteurs qui ont été mentionnés quant à l'utilité de cette trajectoire. Premièrement, il y a un médecin qui nous a mentionné que le CRDS et le gazement ont des fonctions distinctes pour répondre à des besoins spécifiques chez les patients. Donc, le gazement pour des services de première ligne, mais quand on a besoin d'un service plus pointu, médical, psychiatrique, il faut utiliser une référence au CRDS pour les gens qui n'ont pas de psychiatre. Cette citation peut aussi illustrer des enjeux quant à la clarté des directives et des communications pour ce médecin. Deuxièmement, les deux citations que vous voyez à la droite de votre écran mentionnent aussi que ce n'est pas nécessairement le gazement ou le CRDS, mais c'est le gazement et le CRDS. Donc, non comme complémentaire, mais pour envoyer la même requête, ce qui pourrait causer des doublons dans le système. Ces deux citations peuvent aussi illustrer, comme les autres citations, des enjeux liés aux clartés des directives et communications quant à la mise en œuvre du CRDS et en lien avec la trajectoire gazement qui est déjà établie et utilisée. Pour la trajectoire complémentaire, donc pour les médecins de famille qui avaient accès aux ressources dans leur milieu clinique comme un TS, un IPS, il y a quelques facteurs qui ont été mentionnés quant à l'utilité de passer par cette trajectoire-là, et ce, lorsque le gazement a été utilisé ou bien le CRDS. Premièrement, un médecin mentionne l'utilité de cette trajectoire vu la collaboration entre le TS de son milieu clinique et le gazement pour répondre spécifiquement aux besoins de ses patients pour mieux les répondre. Et deuxièmement, un autre médecin mentionne l'utilité du TS pour l'aide avec les besoins de ses patients, spécifiquement leurs besoins thérapeutiques et psychosociaux auxquels le CRDS ne semblait pas pouvoir répondre.
Donc, avec ces quelques données sur les profils d'utilisation de trajectoire, ainsi que les quelques facteurs qui pourraient influencer l'utilisation, j'aimerais maintenant inviter notre panel d'experts à réfléchir puis à discuter de ces données. Donc, j'invite Dr. Clément, Dr. Gamache, Mme Couture et M. Knight de répondre peut-être à une première question que j'avais. Donc, qu'est-ce qui vous a surpris en lien avec les profils de trajectoire d'utilisation? Je vous cède la parole. Salut. Just, écoute, si tu me permets, merci pour la présentation. Puis deux, honnêtement, moi, en tant que médecin de famille, quand je regarde ça, j'ai le goût de te répondre. Il y a vraiment quelque chose qui m'a surpris. Honnêtement, je pourrais peut-être te le répondre en 3 mots. OK? Je vois je vois des trajectoires qui sont diversifiées, la complexité et la non-unicité. C'est quelque chose qui n'a pas été, depuis quelque temps, avec l'établissement du CRDS, pour nous autres, c'est pas naturel. Parce que le ministère a tendance à vouloir tout uniformiser. Fait que dans un certain sens, pour moi, j'ai comme de la misère à comprendre un peu, moi-même étant médecin de famille, la requête, ma requête, où c'est qu'elle transite, comment qu'elle se rend au psychiatre, en fait. Puis j'ai le goût de lancer la balle à Dr. Gamache pour ça, pour elle qui est à l'autre bout du spectre. Moi, je suis au début, elle est à l'autre bout. Si elle peut nous aider à travers ça, un peu à mieux comprendre. Alors, j'attrape la balle, Jean-François. Bonjour, oui, merci, Jessica. Bon, c'est effectivement complexité. Je pense que tu le dis, Jean-François, diversité. En fait, l'enjeu, c'est que le CRDS est un modèle qui se base un peu sur un modèle médical. Hein? C'est un spécialiste, un omnipraticien habitué à faire du locomoteur, habitué à faire de la cardio, habitué à faire vraiment des trucs médicaux, qui a besoin d'un spécialiste. On sait qu'en psychiatrie, tout est tellement plus complexe et plus compliqué. Puis la psychiatrie est beaucoup plus biopsychosociale. C'est ce qui fait que nous, quand on avait l'égacement au début, on a proposé au ministère d'éviter d'ajouter des CRDS, puis peut-être de bonifier l'égacement. Et finalement, étant donné que le ministère voulait justement tout rendre ça homogène, ils ont décidé quand même de faire des CRDS en psychiatrie. Mais c'est pour ça qu'on a été les derniers. On a beaucoup travaillé pour essayer là, de maintenir nos gacements. Fait qu'on se retrouve avec un modèle là, qui se retrouve un peu à 2 paliers. Les régions où l'égacement fonctionnait très bien, on a maintenu ça. C'est ce qui fait que les trajectoires sont un peu différentes d'un endroit à l'autre. Mais moi, pour travailler dans un gacement avec une équipe interdisciplinaire, les requêtes arrivent toutes au gacement. Certaines requêtes arrivent du CRDS. On donne les délais au CRDS pour dire ce qu'on a fait, puis on s'assure de respecter là, les priorités, puis de faire un peu tout ce qu'il y a là, dans le modèle 1 là, avec les médecins de famille. Merci beaucoup pour les interventions. Est-ce qu'il y avait autres panélistes qui voulaient réagir à ce que Dr. Clément et ou Dr. Gamache? Peut-être que moi, je peux y aller. Comme je suis dans le milieu de la chaîne, en fait, vous avez raison, Dr. Clément, c'est un petit peu, c'est pas clair comme trajectoire. Nous, au CRDS, on est le plus souvent qu'autrement seulement la courroie de transmission. On reçoit la requête, on l'envoie directement dans le GASMA, dans le MEL, dans la clinique externe associée. Alors, et là, on reçoit la réponse. Comme je disais, on a eu une rencontre là, de préparation et bien sûr, il y a des requêtes en double parce qu'on les reçoit au CRDS, vous les recevez, des gens les reçoivent dans les GASMA. Mais tant que ça ne sera pas, et le CRDS n'est pas obligatoire non plus, alors vous pouvez continuer à utiliser les courroies, dans le fond, les trajectoires que vous aviez là, avant le CRDS. Alors, ce que ça fait, c'est que c'est vrai que ce n'est pas uniforme et c'est complexe là, comme processus. Et on n'a pas actuellement on n'a pas une grande apport, là, je vous dirais, à part un peu suivre les requêtes, poser des questions, où est rendue la requête, là, mais c'est notre seul apport actuellement au CRDS. Merci, Mme Couture. Shane, je vois que vous avez la main levée. Oui, ben, du côté patient, je voudrais aussi dire que c'est très mélangeant. Je pense que c'est autant mélangeant, je pense, pour le médecin que pour le patient.
Parce que avoir pas eu de médecin de famille puis avoir eu un médecin de famille, oui, ça a été plus rapide quand j'ai eu un médecin de famille. Quand j'en avais pas, je ne savais pas j'étais rendu où sur la liste avoir utilisé ces mécanismes-là. Plus spécifiquement, j'avais demandé pour un psychologue, puis j'avais aussi demandé pour un psychiatre pour des médicaments contre l'anxiété, la dépression, ces choses-là. Puis c'était pas clair combien de temps ça allait prendre. Est-ce que j'allais être capable de voir quelqu'un, dans combien de temps, dans quel délai? Est-ce que je pouvais aller au privé? Est-ce que si j'allais au privé, est-ce que j'allais être enlevé de la liste du système du côté public? Donc, très mélangeant aussi pour les personnes qui utilisent le système comme moi. Merci beaucoup, M. Knight. Puis ça mène peut-être à une prochaine question, parce que je vois aussi que vous avez touché sur quelques facteurs. En fait, je ne peux plus bouger mon écran. Je vais juste... pardon. Vous voyez quelle diapositive, en fait? Vous voyez la question 1? On voit la question discussion 1. Oui. OK. Je vais juste repartager mon écran parce que je voyais, je ne pouvais pas la changer de diapositive. Oui, alors merci pour vos interventions. Puis ça me fait beaucoup penser à une prochaine question que j'avais préparée pour vous en lien avec les facteurs qu'on a discutés quant à l'utilité et l'utilisation de différentes trajectoires. Je sais que vous avez mentionné quelques facteurs. Est-ce que vous avez des exemples pour approfondir ces concepts de facteurs qui peuvent expliquer l'utilisation d'une trajectoire versus l'autre selon vos différentes perspectives, chapeau médecin de famille, psychiatre, patient et gestionnaire? Je vais parler de 2-3 contextes. Un, admettons, sans médecin de famille, l'autre avec un médecin de famille. Ça a été plus rapide avec le médecin de famille, mais là, je vais reculer un peu en arrière. Avant d'avoir la chance d'avoir un médecin de famille, il fallait que j'aille à l'urgence pour être capable de voir un médecin pour que ce médecin-là puisse dire que j'ai besoin de voir un psychiatre. Parce que quand tu fais une demande pour voir un psychiatre, il faut absolument qu'un médecin te donne ce papier-là pour que tu penses même de faire une demande. Parce qu'il y a quand même une grande liste. Puis après ça, il faut que tu fasses la demande, que ce soit le CRDS, Gazma. Nous, le client, on ne sait pas exactement c'est quoi. De un, on ne sait pas qu'il y a 2 listes. On ne sait pas quelle liste et pour quel service. Troisièmement, on nous dit qu'on est inscrit, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va en venir de ça. On ne sait pas, on va-tu avoir un courriel, une lettre, un appel. Donc, dans le premier contexte où je n'avais pas de médecin de famille, ça avait pris très longtemps avant d'avoir une réponse. Pendant ce temps-là, j'avais déménagé à plusieurs reprises. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas eu de réponse. Puis quand j'ai recommuniqué, parce que j'étais tanné, puis là, j'ai dit, je vais reprendre ma santé en main, là, je vais me questionner sur qu'est-ce qui se passe. Dans un CLSC, je me suis remis sur la liste. À plusieurs fois, j'ai changé mon adresse pour que mon adresse actuelle soit mise au dossier. Mais ça n'a jamais été fait dans les fichiers. Fait que je ne sais pas comment la communication elle a été faite, mais à 3 reprises, j'ai communiqué en disant que j'avais une demande à faire pour avoir un psychiatre, mais mon adresse n'avait pas été changée. Fait que, vu que je n'ai pas répondu à l'appel ou à la lettre par courrier, on a comme cancellé ma demande. Maintenant, je vais parler côté médecin de famille. Très heureux aujourd'hui d'avoir un médecin de famille. Je pense que tout le monde devrait en avoir un. C'est quand même un suivi très intéressant avoir un médecin de famille que pas d'en avoir un. Quelques semaines plus tard, j'ai rempli la requête avec mon médecin. J'ai eu une réponse par téléphone. Mais il y a quand même des côtés négatifs à ça. Je savais pas qui m'appelait, c'était pour quel service. On a juste dit « reste sur stand-by » puis quelqu'un va vous appeler. Quand finalement j'ai été sur stand-by, j'ai eu quelqu'un au téléphone. On m'a offert pas de psychiatre puis pas de psychologue. On m'a offert thérapie de groupe parce que
il n'y avait pas de psychiatre ou de psychologue de disponible. Donc, je dirais que ma demande n'a pas été remplie. Puis j'ai eu un autre service que je ne voulais pas nécessairement. Shane, écoute, c'est intéressant parce que du point de vue du côté de médecin de famille, moi, quand je pense aux facteurs là, qui peuvent influencer comme un peu la choix des trajectoires, je vois premièrement un facteur lié aux besoins du patient. Le médecin de famille, lui, quand il veut aligner les besoins de son patient, puis la complexité du cas, la complexité du cas du patient, avec la bonne trajectoire de santé, là, il veut être efficace. Fait qu'il pense qu'il faut qu'il soit efficace et qu'il veut choisir la bonne trajectoire. Moi, je te dirais qu'un autre facteur aussi, c'est qu'il est lié aux professionnels. Lié aux besoins professionnels, en fait, c'est que, dans notre tête, on veut quand même, là, je vais le dire entre guillemets, là, mais on veut régler le cas rapidement, entre guillemets, dans le sens qu'on veut que ce patient-là, sa prise en charge soit assez efficace le plus rapidement possible. Une fois qu'on a atteint nos limites, nous autres, on a amené le patient le plus loin possible, on a besoin de l'aide du psychiatre, puis on veut que ce patient-là, on veut être comme réassuré. L'autre, je dirais que c'est plus un facteur lié macro. Puis moi aussi, j'ai été étonné un peu à travers les trajectoires. Si on me donne le choix là, entre le CRDS et le GASMA, je vais y aller avec le plus simple. Donnez-moi le plus simple. L'autre jour, je regardais le formulaire de demande sur le CRDS, puis il me disait quasiment, tu es vraiment sûr que tu veux me remplir? Là, je veux dire, je trouvais que c'était complexe comparativement à celui du GASMA. Fait que, dans ma tête, c'est sûr que je vais me retourner vers le GASMA. C'est juste que je veux juste être efficace, c'est tout. Pour répondre à ça, Jean-François, le formulaire a été unifié. On a demandé pendant 2 ans là, à ce que le CRDS puis le GASMA ait un formulaire unifié parce que nous aussi, on trouvait que c'était un petit peu aberrant là, que ce soit si compliqué pour les médecins. L'autre enjeu, puis vous avez tout à fait raison, on veut que ce soit le plus efficace possible. Je pense que tout le monde veut ça. C'est pour ça qu'il faut trouver des façons simples et harmonieuses. J'ai quand même envie de rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Shane, par rapport à ta demande. Je pense que, puis il y a des gens qui posent des questions là, sur le plan d'action santé mentale là, dans le QNR. Là. Il va falloir comme société, comme soignants, comme population, comme équipe, là, réfléchir à penser, entre autres, au paradigme de demande des gens. Hein? On veut tous avoir un psychologue avec qui discuter. On veut tous avoir un psychiatre rapidement parce qu'on pense qu'on est en détresse puis qu'on va avoir besoin d'une évaluation psychiatrique. Mais en même temps, puis c'est un peu ce que Dr. Carman a dit là, dans les derniers temps, là, il va falloir qu'on accepte que le besoin, il doit être évalué. Alors, il faut passer du paradigme de la demande à un paradigme de bonne évaluation des besoins. Puis il va falloir qu'on ait des gens très soutenus là, dans du transfert de connaissances pour bien évaluer les besoins des gens qui sont envoyés. Puis je pense que si on avait des GASMA très forts, très optimisés, avec la présence d'un psychiatre dans cette équipe-là, on pourrait faire des bonnes évaluations de besoins et envoyer les gens vraiment en fonction de leurs besoins. Puis il y a des médecins de famille qui ont du mal à évaluer les besoins. Il y a des médecins de famille qui sont extrêmement bons parce qu'ils sont habitués de faire ça. Il y a des psychologues qui sont bons, il y a des psychologues qui sont moins bons. Fait qu'il faut que tout le monde, on développe cette habileté-là pour que les gens aient réponse à leurs besoins. Puis on ne peut plus continuer de répondre aux demandes des gens parce que la demande n'est pas nécessairement adaptée aux besoins. Puis le système est tellement sous pression qu'il faut vraiment s'organiser pour répondre aux besoins des gens. Il y a trop de besoins pour qu'on continue de répondre aux demandes. Merci beaucoup pour ces interventions. Est-ce qu'il y avait autres commentaires par rapport aux facteurs qui pourraient être discutés? Je pourrais peut-être passer à la question, une prochaine question aussi. En fait, peut-être une petite question pour Dr. Gamache qui a mentionné des gazements performants. Je me demande, ça serait quoi en fait? Je sais que dans les entretiens, ça a quelquefois sorti des gazements qui fonctionnaient plus fort et peut-être moins fort. Qu'est-ce qui influencerait ce terme-là en termes, qu'est-ce qui ferait un gazement qui fonctionne mieux que d'autres? Puis ça serait quoi peut-être le rôle du CRDS dans tout ça? Bien, en fait, on l'a dit tantôt, Jessica, un CRDS, c'est un peu une espèce de courroie de transmission hein, d'un médecin de famille à un spécialiste. Alors, pour nous, dans la mesure où le GASMA a vraiment une plus-value, c'est que
Puis pour nous, en psychiatrie, l'évaluation peut être très thérapeutique. Hein, une fois qu'on évalue quelqu'un de façon globale, déjà, il y a un aspect thérapeutique à discuter du diagnostic, discuter des fragilités, discuter des essais antérieurs qui n'ont pas fonctionné. Fait que tout ça peut être thérapeutique. Alors, si on a un GASMA qui est capable de bien évaluer la situation rapidement, mais déjà, on a un aspect, puis si c'est fait avec empathie, si c'est fait parfois au téléphone si les gens ne veulent pas venir, parfois en présentiel si les gens ont besoin de voir quelqu'un, donc d'avoir de la souplesse, de la flexibilité. Un GASMA idéal serait en lien avec les GMF où il y aurait des thérapeutes qui connaissent les gens du GASMA. Souvent, quand on se connaît personnellement, il y a des liens qui font qu'on peut réagir rapidement. Dans le QNR, là, on parle d'un jeune homme qui a des hallucinations à domicile, mais qui n'est pas dangereux. Alors, rapidement, si on ne peut pas parler à son médecin de famille, on peut appeler au 811. Le 811 volet 2, ces gens-là vont appeler directement au GASMA. Il peut y avoir une discussion rapidement. Il peut même avoir une équipe itinérante qui va aller cogner à la maison, aller jaser avec ce jeune homme-là. Donc, les GASMA bien organisés sont très en lien avec leurs ressources communautaires, sont en lien avec leur GMF, puis sont en lien avec des psychiatres. Donc, la courroie de transmission se fait vraiment en fonction du besoin thérapeutique parce que tous ces gens-là sont confortables à évaluer les patients. Très intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions. Ça mène peut-être à une prochaine question sur des pistes de recommandations que vous auriez peut-être en lien avec les guichets centralisés de gestion des demandes et l'utilisation qu'en font les médecins de famille. Donc, est-ce que vous avez des pistes de recommandations à nous suggérer pour les next steps, les prochaines étapes? Écoute, du côté de la médecine familiale, premièrement, Jess, c'est la recommandation globale, là, ça serait vraiment de clarifier les trajectoires, OK, à travers les 6 et les CIUS, évidemment. Là. Dans le fond, moi, j'ai comme été étonné de voir un peu toutes les trajectoires. Moi, je travaille dans mon 6 Montérégie-S, puis je n'étais même pas nécessairement au courant de ma trajectoire. J'ai vu celui-là de d'autres régions, puis j'étais comme, pourquoi il fonctionne comme ça? Mais en plus de ça, est-ce qu'on peut préciser dans ma région lequel j'utilise? J'ai croisé une de mes collègues tantôt qui fait beaucoup de santé mentale dans ma place où que je travaille, puis j'y ai demandé tout bonnement quel qu'elle utilisait. Tu utilises le CRDS versus le GASMA? Elle dit, je ne sais pas lequel il faut que j'utilise. J'utilise lui, c'est correct, dans le sens que je connaissais la réponse parce que j'avais vu la présentation, mais je veux dire, pourtant, on en fait beaucoup, fait qu'elle ne sait pas. Je pense que les médecins de famille veulent savoir quelle trajectoire utiliser et se faire dire quelle qu'ils doivent choisir. Okay? L'autre chose, ce serait peut-être plus des recommandations un peu, nous autres, mettons, si on envoie par pas le CRDS, mais le GASMA, dans le fond, là, il y a une évaluation de l'équipe multi, etc. Puis des fois, les patients peuvent être vus comme dans 6 mois, pour dire quelque chose, avec les délais de consultation. Je pense que c'est quelque chose de mitoyen entre les deux, je pensais à un genre d'infirmière pivot, là, un petit peu comme ils ont en oncologie. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait nous donner le pouls un peu où on pourrait se référer pour faire l'évolution du patient, parce que entre le temps qu'il va voir le psychiatre, le médecin de famille va voir son patient, souvent il y a des arrêts de travail, puis il y a une évolution au niveau de la condition de la santé mentale. Est-ce qu'on pourrait peut-être appeler quelqu'un, une personne ressource, et gars, écoute, là, ça va vraiment moins bien, là, OK? Est-ce qu'on peut faire devancer le dossier, peut faire ajouter ça au dossier pour nous autres, s'il vous plaît? Puis ça me faisait penser à l'idée un petit peu, est-ce qu'on pourrait avoir aussi comme ressource à travers ça? Là, il y a les e-consoles qui ont sorti du côté plus médicus, évidemment, là, à travers le CRDS, pour appuyer le CRDS, donc avoir accès à un genre de médecin rapidement répondant pour répondre à notre question ou une consultation rapide juste pour une photo du patient, quelque chose pour nous aider. Fait que moi, quelque chose pour nous aider globalement puis clarifier la trajectoire. Il y a 2 mains levées. Je vois Dr. Gamache et M. Knight. En 2 secondes, puis je te laisse la parole, Shane. Il y a un gros projet de former des IPSSM, donc des infirmières spécialisées en santé mentale. Et le plan du plan d'action, c'est de les mettre beaucoup en première ligne. Donc, effectivement, d'être une espèce de relais entre les médecins de famille puis les psychiatres répondants. Puis pour le e-consult, on a eu des projets pilotes en psy, c'est très long. Hein? C'est très long pour le médecin de famille de préciser le cas, c'est très long pour le psychiatre y répondre. Fait que c'est un peu moins adapté, mais peut-être qu'on pourrait quand même réfléchir à un système quand c'est des questions ponctuelles, rapides. Là. Je pense qu'il faut aller chercher tous les moyens, mais c'est ça, c'est un petit peu plus médicus, effectivement. Merci, Dr. Gamas. Monsieur Knight, vous avez votre main levée pour répondre, pour réagir? Oui.
Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs pistes d'amélioration. Je parle toujours dans le contexte client. Ça serait d'avoir un pamphlet ou quelque chose qu'on peut donner rapidement ou imprimer rapidement, qu'on peut donner à la personne qui vient consulter en urgence ou qui vient consulter son médecin de famille ou un sans rendez-vous, parce que on n'a rien, on nous donne rien. On va faire une demande, puis on nous dit juste qu'on est sur une liste. C'est tout. Mais on n'a pas d'informations sur comment que cet outil-là il fonctionne, c'est quoi la liste d'attente, c'est quoi le processus, c'est quoi les possibilités à ta demande, dans le fond. Tu sais, de savoir qu'est-ce que tu peux avoir en service en bout de ligne, même après l'attente. Deuxièmement, je crois que pour les e-consultations ou n'importe quelle consultation, que ce soit santé mentale, psychologue, psychiatre, je crois que il devrait avoir une manière, en tout cas dans le monde idéal, là, je trouve qu'il devrait avoir une enveloppe disponible pour pas que les personnes attendent du temps énorme sur des listes d'attente pour être capable de consulter le monde au privé. Qui pourrait faire en sorte, je pense, d'abaisser les coûts puis aussi moins étrangler le système. Je parle pour moi personnellement, qui n'a pas beaucoup d'argent. Si j'aurais pu consulter quelqu'un au privé, je l'aurais fait. Avoir la possibilité de le faire si on m'aurait donné le choix entre attendre très longtemps ou consulter quelqu'un immédiatement, je l'aurais fait. Parce que pour moi et même d'autres, ta santé peut détériorer. Puis quand on parle de santé psychologique, c'est pas quelque chose qui paraît à l'extérieur, mais des fois, ton médicament, il est pas bon, tu as besoin de parler à quelqu'un, des fois, tu n'as pas de médicamentation, fait que ta santé, elle peut très rapidement chuter, puis ça serait le fun qu'on prenne ça rapidement. D'un autre côté, je pense qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de dire aux médecins de famille actuels qui sont sur le terrain, qui travaillent dans le système public, qui n'est pas toujours très le fun de travailler dedans, beaucoup de demandes, travailler beaucoup d'heures. Je pense que si on allait chercher de l'aide du privé, ça serait une bonne chose pour enlever la pression sur ce système-là. Puis d'un autre côté, je pense que si chaque personne, même si tu n'avais pas de médecin de famille, même si tu n'avais pas de psychiatre, il y avait comme un dossier client qui se partageait entre tous les spécialistes de savoir quel spécialiste, quel traitement, quelle personne que tu as vu. Je pense que quand que tu vois quelqu'un, que ce soit à l'urgence ou ailleurs, quelqu'un peut voir le parcours de la personne, voir qu'est-ce qui serait le meilleur outcome. Puis ça, je parle du GASMA, du CRDS, du médecin de famille, pourrait visualiser ce dossier-là, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne-là. Merci beaucoup, M. Knight, pour ces belles pistes d'intervention puis pistes d'amélioration. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? J'ai entendu un dossier pour la traçabilité. J'ai entendu aussi peut-être l'implication du privé. Est-ce qu'il y aurait autres commentaires, autres pistes d'amélioration? Je vois qu'il est 12h45, fait que peut-être on pourrait ouvrir aux questions. Je vois qu'il y a quand même plusieurs questions dans le chat et le Q&A. On tient beaucoup, l'équipe de recherche tient beaucoup à remercier encore une fois le RSPQ pour le temps, l'invitation, puis le temps que vous nous avez alloué pour présenter les données de la recherche. Merci beaucoup aux panélistes pour vos expertises. Puis, on est en train de préparer aussi le papier en lien avec toutes ces thématiques. Donc, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, restez à l'affût par rapport à cela. Fait que peut-être je pourrais redonner la parole à Mme Girard. Oui.
Oui, merci énormément. beaucoup, Jessica, pour l'excellente présentation et aussi à tous les panélistes. C'est très intéressant. Ça a aussi suscité plusieurs questions. Donc, je vais lire là, à tour de rôle les questions qui ont été posées, puis je vais vous laisser la parole. Donc, il y a une première question ici de Madame Lemieux. Donc, pourquoi est-ce qu'une évaluation est nécessaire au GASMA si la référence provient d'un médecin qui est en mesure d'évaluer les besoins de son patient? J'imagine qu'il doit avoir des délais supplémentaires liés aux nombreuses évaluations à réaliser. Peut-être une question pour le docteur Gamache. Oui, je vais peut-être répondre. Bien, parce que les médecins sont très inégaux dans leur confort en santé mentale. Quand on connaît les médecins, là, en général, dans les GASMA, il y a des consultations qui vont aller directement. Il y a des psychiatres qui vont discuter avec le médecin directement pour justement parler de la pharmaco ou parler de l'ajustement. Il y a plein de médecins, moi, qui m'appellent directement parce qu'ils me connaissent ou qui vont appeler la ligne répondant. Mais il y a des médecins qui disent qu'ils n'aiment pas ça faire de la santé mentale puis qui envoient les patients directement au GASMA. Fait que c'est important de prendre le temps d'évaluer le besoin du patient. Puis comme disait Jean-François et le docteur Clément, ben, on peut aussi intervenir en attendant que le patient soit vu, là. Super, merci beaucoup, Dr. Gamache. Donc, une question ici de Jean-Daniel Carrier. Dans les profils de trajectoire, on ne retrouve pas la référence directe d'un médecin de famille à un psychiatre ou un autre professionnel qu'il connaît par réseautage informel qui travaille, par exemple, en cabinet dans la communauté. Est-ce que c'était une décision volontaire d'exclure de l'étude des mécanismes d'accès aux services qui ne passent pas par le GASMA ou le CRDS? Est-ce que ça a un impact dans la capacité de l'étude à représenter les mécanismes d'accès utilisés en contexte réel? Écoute, moi, j'ai le goût de répondre à ces questions-là simplement parce que la réponse simple, en fait, c'est que c'est dans mon CIS, en tout cas, ou ce que je pratique, ce n'est pas possible. Okay? Dans le sens qu'on est encouragé en fait, on essaye d'uniformiser, donc on essaie d'avoir une pratique uniforme, même si les trajectoires ne sont pas si uniformes que ça, là, mais on est encouragé à passer par les systèmes implantés pour pouvoir référer vers le psychiatre. Bon, maintenant, le CRDS a été fait simplement pour, en fait, une des choses que les gens doivent savoir, c'est que quand on réfère une fois via le CRDS ou nous autres tombons dans le GASMA, en tout cas de façon générale, si jamais le patient il est éclairé par la psychiatrie pour dire quelque chose, le cas est réglé, les recommandations sont faites, on va le revoir au besoin, mais il faut que vous passiez pour une nouvelle référence. À ce moment-là, on peut repasser par, mettons, faire voir, j'ai fait revoir un patient par les psychiatres de Sorel parce qu'il avait déménagé à Sorel pour dire quelque chose et non Saint-Hyacinthe. Bien, là, j'ai envoyé une demande directe en psychiatrie à Sorel pour réévaluation du cas à cause qu'il y a eu un changement. C'est juste que le CRDS me l'aurait refusé à cause qu'il y avait déjà eu un dossier ouvert durant les 2 dernières années. Ça, c'est des règles internes associées au CRDS. Fait que c'est possible, mais c'est vraiment mineur à travers les réponses. L'autre chose, je ne sais pas pour Dr. Gamache, mais oui, des fois, s'il y a la possibilité de rejoindre, moi, des fois, c'est plus difficile de rejoindre dans mon CIS le psychiatre répondant ou de garde, mais mettons, on parle avec un psychiatre et dit oui, gars, écoute, fais-moi une référence, je vais le voir, je vais te dépanner, ça semble assez urgent. Il y a toujours moyen de s'arranger. L'important à travers tout ça, c'est quand même le soin au patient. Il faut que le patient soit vu, puis faut que si le psychiatre me dit envoie-moi une consultation, je vais essayer de régler mon problème. Peu importe le mécanisme en place, moi, ma priorité, c'est le patient. Mais je vous dirais que c'est minime, extrêmement minime. Il y a toujours possibilité d'écrire le nom du psychiatre auquel on veut référer le patient sur le formulaire CRDS. Donc, quand on connaît bien un psychiatre, on sait qu'il est bon avec les troubles de personnalité ou avec les jeunes psychotiques, on peut écrire le nom de ce psychiatre-là là, sur la requête. Puis, en général, les CRDS vont respecter ça si le psychiatre a des plages disponibles. Là. Super, merci beaucoup. Donc, une prochaine question de Valérie. Pour les demandes de suivi en santé mentale et non les demandes d'évaluation psychiatrique, est-ce que les médecins de famille réfèrent au CRDS? En général, si on veut un suivi en psychiatrie, il faut que ça commence par une évaluation. Fait que oui, c'est le même mécanisme. GASMA, CRDS pour qu'il y ait une prise en suivi par la suite, là. Puis je serais revenue un petit peu sur l'histoire des références individuelles à des gens qu'on connaît, à des psychiatres qu'on connaît. Moi, j'ai vu le guichet santé mentale jeunesse implanté à Laval, là. Puis à l'époque, si on connaissait un psychiatre ou un pédopsychiatre, notre enfant était vu.
mais si on n'en connaissait pas, c'était impossible d'être vu. Fait que je pense aussi qu'il faut réaliser que les trucs uniformisés, ça nous achale, on trouve ça rigide, mais en même temps, il y a comme une certaine équité qui s'installe dans la société quand on met ça en place. Puis ça permet aussi que des psychiatres n'aient pas nécessairement des petites pratiques où ils voient juste les patients de tel GMF parce que ça coule puis c'est facile, dans un coin, mettons, un petit peu plus cossu de Laval. Donc, on met des trucs comme ça qui sont rigides, mais qui amènent une certaine équité dans la société. Merci. Je vois que Mme Couture a la main levée. Vous vouliez rajouter un point? En fait, je voulais juste un petit peu rebondir sur ce qui a été dit pour les nominatifs. Tout ça, contrairement aux 25 autres spécialités au CRDS, tantôt vous parliez des autres, là, plus en médecine, c'est quand même assez difficile pour nous, même quand on reçoit la demande, parce qu'on n'a pas de contrôle. On la reçoit, on l'envoie dans l'égacement. Et quand un médecin de famille nous appelle, dit ma requête est rendue où, on ne peut que dire on va faire un suivi avec l'agacement, on a transféré votre requête. Contrairement aux autres requêtes pour lesquelles on a beaucoup plus de suivi, dans le sens où on sait où est-ce qu'elle est rendue, tout ça. Alors, c'est un petit peu particulier là, pour la requête de psychiatrie. Là. On a moins de suivi, de traçabilité, puis ça revient un peu à ce que Shane disait tantôt. Là. Merci. Donc, une prochaine question de Mme Nathalie Dumas. Donc, bonjour et merci. Est-ce que le nouveau plan d'action interministériel, vous l'avez un peu parlé tout à l'heure, mais en santé mentale 2022-2026, Unir pour un mieux-être collectif, changera quelque chose aux procédures. Donc, si vous avez d'autres choses là, à rajouter sur ce point, je vous encourage à le faire. En fait, on a salué beaucoup dans ce plan d'action-là des ressources qui vont être mises beaucoup dans le communautaire pour donc avoir des liens justement, là, puis avoir des références peut-être un peu plus rapides, mais dans l'ensemble, les références GASMA et tout ça vont rester les mêmes. Super. Est-ce que Mme Couture, c'était votre main levée de tout à l'heure ou vous aviez une autre? Oui, c'était de tout à l'heure. Super. Merci, Dr. Gamache. Donc, Madame Anne Mimo, qui demande quel chemin un psychiatre au fédéral doit prendre pour transférer le suivi avec un psychiatre au provincial. Merci. GASMA. Donc, au système. Parfait. en mettant exactement les diagnostics au fédéral, puis ce qui s'est passé, puis en référant dans le système. D'habitude, les transferts, c'est beaucoup plus rapide. Quand il y a un besoin psychiatrique qui a été identifié dans une région, en général, c'est transféré rapidement dans l'autre. Super, merci. Donc, M. Robert Rivet demande pour le GASMA, la date réseau établie au moment de la réception d'une demande auprès d'un premier GASMA est-elle valide pour tous les GASMA si changement d'adresse ou de secteur? On essaye de faire respecter ça dans la région où la personne a déménagé puis où on l'envoie. C'est ce qui est demandé en général. Super, merci. Une autre question qui vient de Mme Émilie Lemieux. Donc, il y a également un enjeu par rapport à l'accessibilité, dans certains GMF, il y a des TS, des psychologues, un psychiatre pour les patients de ces GMF. Dans un autre GMF, il ne peut pas en avoir, sans compter toutes les personnes sans médecin de famille qui n'ont pas d'accès à ces services. Donc, ce n'est pas une question, plus un commentaire, mais peut-être que vous voulez rebondir. Donc, M. Shane, je vois que vous aviez la main levée. Ben, je pense que les deux, ils vont ensemble. Si moi, j'habite, exemple, à Hochelaga-Maisonneuve, puis qu'il n'y a pas beaucoup de services, puis que dans un autre secteur, il y a plus de services, mais je ne pourrais pas transférer ma demande dans un autre secteur. Fait que ça va avec le secteur que tu restes, que tu habites dedans. Il faudrait que je déménage si je voudrais avoir accès à un autre service dans un autre quartier. Si je me trompe pas, hein, Claire? C'est ça, hein? Oui. Donc, du côté patient, je voudrais dire, on essaie d'être équitable pour tout le monde, mais si je suis dans un secteur défavorisé en termes de services, puis que dans un autre, ça me prendrait 3 mois pour être vu, puis que dans un autre secteur, ça me prendrait 6 mois, 9 mois être vu,
ça me fait penser à une piste d'amélioration qui serait un peu un guichet de plage horaire, un peu comme pour la vaccination. Là, tu pouvais comme rentrer ton nom ou les GMF, tu dis que tu as besoin de voir un médecin. Là, à cette heure, il y a des plateformes numériques. Je vois pas pourquoi on pourrait pas créer une genre de plateforme où que justement, où il y a des cancellations de rendez-vous, ou qu'il y a des rendez-vous disponibles ailleurs, qu'on puisse pas déménager notre service à un autre secteur juste pour avoir un service. En fait, c'est un peu illégal, la sectorisation en psychiatrie, Shane, hein? Vous avez raison, parce que ça ne respecte pas, dans le fond, l'équité, là, puis les droits de la personne. Fait qu'on peut exiger d'être vu ailleurs, surtout si ça prend 3 mois, contrairement à 9 dans notre région. On peut l'exiger. Mais le problème, c'est que quand on veut aller après à des rendez-vous réguliers, si c'est loin de chez nous, c'est un peu compliqué. Mais oui, ça peut être exigé là, d'aller dans une autre région. Merci à vous deux pour cet échange. Donc, la prochaine question provient de Mme Karine Michel-Dion. Est-ce qu'on connaît déjà le taux d'utilisation du CRDS-GASMA chez les médecins de famille au Québec? Est-ce qu'on sait des études antérieures peut-être à quel point les médecins de famille sont confortables à évaluer la sévérité des cas initialement? Pour le taux, ça doit peut-être être un peu plus Lynn. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je pourrais quand même vous partager le nombre de requêtes qu'on a eues peut-être depuis le début du CRDS d'utilisation. Je ne crois pas qu'en psychiatrie, les requêtes entrent beaucoup au CRDS là, pour l'évaluation. Je pense que la plupart des endroits, les gens ont déjà des corridors de fait d'établis. Je pense que où est-ce qu'on en reçoit le plus, c'est où est-ce que les gens n'arrivaient pas à avoir du service en psychiatrie. Et à ce moment-là, c'est comme, comme une bouée là, de venir passer. Puis moi, c'est sûr que je suis vraiment interpellée là, par tout ce qui est discuté parce que là, on parle de centralisation. Nous, il y a des gassements où c'est séparé par un côté de la rue. Et si on essaie d'envoyer une requête dans l'autre gassement, c'est refusé, il n'y a rien à faire. Là. Fait que c'est des choses je ne sais pas à qui nommer, mais nous, à Montréal, on ne reçoit aucune requête qui provienne de Montérégie. C'est refusé. Ça nous est refusé d'emblée quand on les envoie. Alors, c'est sûr que c'est des discussions qu'il va falloir avoir là, avec les gens du ministère parce que c'est connu, là, mais alors pour le nombre, c'est difficile. Nous, c'est sûr que dès qu'on les reçoit, on les envoie au GASMA, mais on a le nombre de rendez-vous. Alors, c'est de l'information que je pourrais partager avec Jessica, là, et c'est de l'information là, qui pourrait être partagée pour le secteur de Montréal. En tout cas. Super, merci beaucoup. Donc, une prochaine question. Est-ce que vous vouliez... OK, excusez-moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre en fait, sur les pistes d'amélioration, Mme Couture, je suis contente d'entendre ça. Je pense qu'effectivement, il y a certains gassements qui ont aussi des résidents en psychiatrie qui aident à fournir beaucoup là, de capacités là, au niveau des évaluations. Fait que je pense qu'il y a une réflexion à faire sur comment ouvrir un peu les frontières là, pour soutenir des régions où c'est plus difficile. Là. On aurait le temps peut-être pour une dernière question, là, donc une ou deux. Une question de M. Michel Gilbert. Y a-t-il des discussions actuellement entre la NPQ et la direction des services santé mentale du ministère pour soutenir la mise en œuvre des bonnes pratiques liées au CRDS en psychiatrie? C'est sûrement le Michel Gilbert que je connais. En fait, les CRDS, on a un peu réagi à la NPQ en disant que nous, on préférait de maintenir les GASMA et d'améliorer beaucoup le travail dans les GASMA. Puis idéalement que partout dans les régions, les GASMA soient vraiment soutenus pour être optimaux. Là. Fait qu'on est plus dans cette perspective-là à la NPQ qu'à l'Association des médecins psychiatres du Québec, là, que dans une perspective de bonifier les CRDS. En même temps, Shane disait on pourrait faire participer le privé. Vous le savez, là, autant en psychologie qu'en médecine familiale, qu'en psychiatrie, on a beaucoup de gens qui s'en vont au privé parce que c'est vrai que le système dans nos CCCIUS est extrêmement sollicitant. Là.
Fait que oui, on pourrait tout à fait trouver des trajectoires CRDS privées qui seraient optimales là, dans les régions pour soutenir le besoin, dans le fond, là, d'évaluation en psychiatrie. Super, merci. D'un dernier commentaire qui provient de Shalini Lal, qui nous dit merci pour cette présentation et cette discussion. Elle voulait nous informer quelques informations là, complémentaires pour ceux que ça pouvait intéresser. Donc, dans un contexte universitaire, nous avons développé un outil de référence en ligne et un système de gestion des références pour faciliter l'accès aux services de santé mentale, donc spécifiquement en termes de processus de référence à la fois pour les patients, membres de famille, les tiers parties, les équipes en santé mentale qui reçoivent la demande de services. L'objectif était de simplifier le processus pour les patients, leurs familles, les prestataires de services avec un outil facilement utilisé qui les assiste dans le processus d'orientation et d'accès aux services, mais aussi d'aider le système à garder la trace de la gestion de ces demandes de services. Donc, c'est super intéressant. Merci pour ce partage. Peut-être que vous pourrez entrer en communication. Ils nous ont mis un lien ici là, pour le projet en processus de pilotage. Donc, merci beaucoup pour cette information. Et en terminant, il y a Mme Élise Salès qui mentionne qu'il y a parfois aussi des enjeux avec les CRDS. Il arrive que les GASMA reçoivent les requêtes plusieurs jours après la réception initiale par le CRDS. Parfois, certaines de ces requêtes sont des priorités B et ont des éléments très préoccupants. Par exemple, des idées suicidaires. Cette idée de courroie de transmission peut entraîner des erreurs, des échappées. Donc, merci pour ce commentaire. Et c'est ce qui mettrait fin, là, je me suis dépêchée pour lire les commentaires derniers, donc c'est ce qui mettrait fin là, à la présentation. Donc, il est maintenant 1 heure. Merci beaucoup. Est-ce que, Mme Couture, vous aviez une dernière question? En fait, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment, si vous avez des délais dans le transfert des requêtes, c'est vraiment important d'appeler les gestionnaires de vos CRDS. Nous, c'est 24 heures maximum pour transférer la requête, pour faire le suivi. On ne refuse pas de requête parce que c'est sur un mauvais formulaire à Montréal. Nous, on n'a pas l'expertise en santé mentale. Alors, on l'envoie au GASMA qui, eux, décident si c'est correct. Là, je pense que c'est important, si jamais c'est quelque chose que vous vivez, de le monter là, aux responsables de vos CRDS. Là. Super, merci beaucoup. Donc, il y avait peut-être d'autres questions, mais dans tous les cas, vous pouvez communiquer là, avec les panélistes par courriel et la conférencière principale. Et la présentation, les diapositives là, seront rendues disponibles dans les jours prochains. Donc, merci encore de votre présence et merci là, à l'ensemble des conférenciers et panélistes d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux panélistes. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.